Salut les amis, salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette quatrième chronique depuis le début de l'année avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme l'a dit Waris, c'est la quatrième. Voilà, on va essayer de tenir des notes et puis voir combien on en fait tout au long de l'année des chroniques. Bon, finalement, on n'a pas raté beaucoup de rendez-vous quand même, depuis qu'on a commencé. Ben non. Bon, ben c'est bien, on est assidus. Bon, bah écoutez les amis, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Sur TikTok, je vous invite à partager, tapoter un maximum. Sur les autres plateformes, je vous mettrai le lien, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, bien sûr, toujours le petit lien dans la bio concernant la cagnotte pour Nabila Kilani qui est toujours ouverte. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit geste. Monsieur Cohen, on va commencer Oui, par l'évolution de la situation donc en Palestine et avec le cessez-le-feu et bien sûr la libération des otages. Et il y en a une en particulier qui a été libérée la dernière fois, c'était donc Khalida Gérard. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personnalité? alors, est-ce que vous avez une photo d'elle? Est-ce que vous pouvez mettre une photo d'elle? Oui, bien sûr, je vais trouver ça. Hop, voilà. Alors, là. Partager là. Voilà. Ok. Bon, la dernière, quand elle a été libérée, Alors là, justement, je vous ai mis celle-ci, puis j'en ai une autre que je peux vous mettre. quand elle a été libérée, elle a les cheveux blancs. Voilà, Les cheveux exactement. Donc, je vais blancs. vous la mettre. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bon, on peut. Je ne sais pas si on les laisse, les photos, ou. Bon, Non, voilà. non, Donc, je vais l'enlever, mais d'accord. voilà. Donc, c'était donc Nabila que vous voyez là, donc à la libération, Alors, et elle était incarcérée depuis quand? Elle était arrêtée depuis quand? Alors, je vais vous raconter son histoire. Voilà. Allez, c'est parti. Khalida Jalal, Khalida Jalal est le symbole. Pourquoi je voulais en parler? Parce que c'est le symbole de la défaite de la révolution palestinienne. Voilà. L'échec, la désunion, l'humiliation, la soumission, enfin, malheureusement, euh, Khalida Jalal appartient au Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. Bon, d'abord, pour dire, Khalida Jalal a été libérée cette semaine, mais je ne sais pas, je n'ai pas réussi à savoir si elle a été libérée dans le cadre d'un échange ou bien si elle a été libérée parce qu'elle a été enfermée dans le cadre de la détention administrative. Mais je reviendrai là-dessus. Alors justement, il n'y a pas eu beaucoup comment dire, d'éléments dans les médias. Ils n'en ont pas beaucoup parlé de cette libération. Ben justement, on n'en parle pas parce que elle appartient au FPLP. Et donc, elle est un peu, comment dire, la mauvaise conscience des révolutions arabes, de la révolution palestinienne et la trouille des médias, notamment arabes, hein, de mettre les projecteurs sur elle. Pourquoi? Parce que le FPLP a été un des premiers, avec le Fatah, probablement le Fatah a été créé vers 1968, 66, 67, quelque chose comme ça. Le FPLP a été créé en 1968, à peu près, à une année près, hein, par Georges Habbas, un chrétien palestinien. C'est très important. Bon. Et c'était un mouvement
révolutionnaire, c'est-à-dire il avait adopté tous les symboles de la révolution prolétarienne, de la révolution socialiste, pas de compromis avec Israël, un seul État unique, et il a mené un combat de résistance, voilà, détournement d'avions, attentats, etc. Et il était, en termes de popularité, il était le deuxième après le Fatah. Donc, bon, il y a eu une longue histoire de répression, d'assassinat, d'emprisonnement, etc. Bon, je ne vais pas faire l'historique, mais disons que lorsque il était tout présent en Palestine, enfin, ce qui restait de la Palestine, et le Fatah, évidemment, était dominateur, ultra dominateur, mais pour vous dire à quel point le mouvement, enfin l'ancien mouvement de Georges Habash est devenu ultra minoritaire, c'est que lorsqu'il y a eu des élections législatives en Palestine, les seules qui ont eu lieu en 2006, le Fatah a évidemment remporté les élections, je ne sais pas, il a remporté 90% des sièges, et le FPLP a remporté 3 sièges ou 4. Bon. Donc il avait à peu près 4% des voix. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Et Khalid Jarrar a été élu député en 2006. Voilà. Et donc ce petit parti, pourquoi j'ai dit la mauvaise conscience de la révolution palestinienne. Alors, il y a 2 autres députés, mais je ne connais pas leur histoire parce qu'on n'entend pas parler d'eux. Mais Khalida Jarrar est très connue parce qu'elle est régulièrement enfermée par les autorités israéliennes. Elle vit à Ramallah. Elle est régulièrement arrêtée, emprisonnée dans le cadre, sous le régime de la détention administrative. Vous savez que la justice israélienne, la justice militaire israélienne, dispose de cette arme redoutable qui est la détention administrative. C'est-à-dire, on arrête quelqu'un, qu'il soit palestinien, israélien, jordanien, ce qu'on veut, on le présente devant un juge et on dit au juge, pour des raisons de sécurité, on a besoin d'arrêter cette personne pour 6 mois. Et on n'a pas à justifier de son arrestation. Cette personne n'a pas droit à un avocat, n'a pas droit à un procès, elle n'a pas droit de connaître son dossier. C'est pour des raisons de sécurité. Et le juge accepte parce que c'est la loi. Voilà. Et donc, depuis plusieurs années, Khalida Jarrar subit ce genre d'arrestation. Elle est arrêtée pendant 6 mois, 1 an, libérée. Elle retourne à ses occupations et elle est de nouveau arrêtée. Et donc, elle était en prison quand il y a eu la libération. Maintenant, moi, je ne sais pas si elle a été libérée dans le cadre des échanges ou si elle a été libérée parce que les autorités israéliennes la libèrent comme ça de temps en temps pour la récupérer. Dans 1 mois peut-être, elle sera de nouveau arrêtée. Le drame à travers cette personne, c'est justement la Palestine avait une affaire en or pour détruire, pour attaquer la légitimité d'Israël, et elle n'a jamais voulu le faire. Par lâcheté, parce que pour l'autorité palestinienne, c'est une membre du FPLP, un groupuscule, encore une fois, ils ont 3 députés sur 130 ou 140, c'est ridicule. Voilà. Mais ça représente quand même une force révolutionnaire qui représente la mauvaise conscience de l'autorité palestinienne. Et donc,
personne ne se mobilise. Et moi, ça fait des années que j'essaye de mobiliser, de créer un mouvement de protestation, d'unité. Et malheureusement, et c'est ça le drame de combat palestinien, c'est un combat qui est voué à l'échec parce qu'ils sont empêtrés dans leurs contradictions, dans leur lâcheté. Je dis le mot, hein, vous savez, les Palestiniens peuvent venir pleurnicher, mais pour moi, en partie, en grande partie, ils méritent ce qui leur arrive. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. En 2018-2019, j'étais à Beyrouth. Je ne peux pas dire quelle année exactement, c'était en 2018-2019. Et on m'a fait rencontrer un mardi à 11 heures les représentants de tous les partis et syndicats, etc., se réunissaient quelque part à Beyrouth. Et comme j'étais là-bas pour quelques jours, pas dans ce cadre-là, mais pour un congrès, on m'a emmené pour rester à la réunion et je leur ai dit voilà. Entre autres, ça fait des années que je me bats pour cette cause et je leur dis vous avez une pépite, vous avez une affaire extraordinaire pour coincer Israël dans dans son image internationale. Voilà. Khalida Jalal est une femme, une députée. Elle est arrêtée, alors, dans le cadre de la détention administrative. Il faut se mobiliser. Qui connaît le nom de Khalida Jalal dans le monde occidental, franchement, et même dans le monde arabe, hein? Qui connaît? Franchement, il y a peut-être 3% qui connaissent. Voilà. Moi, ça fait 10 ans que je connais cette affaire. Et donc, je leur ai dit, et j'ai dit dans d'autres forums, hein, c'est pas seulement, mais voilà, vous mettez une somme, vous contactez des agences de communication à Stockholm, à Washington, à Londres, etc., et vous en faites la figure de la résistance, de l'oppression sioniste contre les Palestiniens, ce que c'est la détention administrative. Il faut que son image, l'image de Khalida Jalal, comment les sionistes travaillent. Ils vous imposent une image et un nom jusqu'à ce que ça rentre dans votre inconscient. Rappelez-vous, le soldat qui a été kidnappé par le Hamas et échangé en 2010 ou 2011 et qui s'appelait Shalit. Bon. Vous savez, un jour, j'ai fait l'expérience au Maroc. J'étais à une conférence. Et je leur ai dit, j'ai fait semblant de ne pas me rappeler du nom. Et je leur ai dit, vous savez, ce soldat qui a été enlevé, et je ne sais pas, 10, 15 personnes m'ont dit, Gilad Shalit. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes tombés dans le piège sioniste. Le nom de Gilad Shalit a été introduit de votre subconscient contre votre volonté, que vous le vouliez ou non. Voilà. Votre inconscient, maintenant, il a le nom de Gilad Shalit dans votre tête, à l'intérieur. Voilà. Et vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Et c'est là où j'aurais voulu que les Palestiniens fassent la même chose avec Khalida Jalal. Des photos, acheter des pages publicitaires sur les bus à Londres, à Stockholm, à Oslo, partout. Son nom et son image devaient devenir l'équivalent de la répression, de l'oppression israélienne. Ça, vous savez, manifester, c'est très bien, je ne suis pas contre. Mais comment dire, la propagande, ça marche comme ça. Voilà, où vous devenez intelligent, courageux, lucide, pragmatique, et vous attaquez la légitimité israélienne, ou bien vous chantez comme des coqs ou des poules qu'on égorge dans l'anonymat,
et qui n'auront pratiquement aucun résultat. Voilà. Et donc, moi, je leur ai proposé, je leur ai dit, voilà, faites ceci, voilà, vous avez un symbole, transformez-le en symbole, faites-le connaître. Ah oui, 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 oui. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus sur les Arabes parce que, bon, c'est pas la peine. Et voilà, encore, et cette semaine, elle a été libérée, ses cheveux ont blanchi. Quand elle est rentrée de nouveau, je ne sais pas, pour la 4e ou 5e ou 8e fois, c'est terrible. Vous savez, les pays, pour vous donner une idée, tous les pays du monde ont un parlement, même si ce n'est pas démocratique, mais tous les pays du monde ont un parlement. Et il y a des relations parlementaires entre le Parlement du Maroc, le Parlement d'Israël, le Parlement de... tous les parlements. Et en général, il y a des visites de parlement à parlement, des délégations parlementaires, etc. Il y a une parlementaire, une députée palestinienne qui est en prison. Mais bon Dieu, mais que font les parlementaires arabes? Voilà, c'est lamentable. Je sais pas, lamentable. Voilà. Et ils n'ont rien fait pour pousser cette figure, cette cause, etc. Et puis après, on s'étonne, on dit, oh là là, les médias, les parlements, Macron, et ceci et cela. Mais putain, mais bougez-vous. Voilà. Si vous faites l'agneau et le mouton, eh ben vous vous faites égorger. Point barre. Voilà. Et donc, malheureusement, le problème, c'est que bien sûr, on se réfugie derrière le fait qu'elle soit du FPLP. Et le FPLP a été déclaré comme ça, organisation terroriste par Israël. Et donc, c'est comme, vous imaginez, enfin, c'est une arme de dissuasion massive. Voilà. Israël a déclaré le FPLP, ils ont 3 députés au Parlement sur 130 ou 100. Ils ne représentent rien aujourd'hui en Palestine. Ils représentent 3 ou 4% de la population. Mais, voilà, Israël a décrété que c'est une organisation terroriste, donc cette bonne femme, députée, mère de famille, eh bien, on a une cause qu'on pourrait mettre en avant, eh bien, on ne la met pas. Alors, moi, je vais vous. Enfin, il n'y a qu'à voir l'autorité palestinienne. Ces derniers jours, elle a envoyé ses forces armées combattre les résistants à Jenin. L'autorité palestinienne a interdit Al Jazeera à Ramallah, à Jenin. Donc, vous savez, quand on parle de comment dire, quand on parle de l'influence sioniste, il faut aussi regarder, il faut savoir avoir le courage de se regarder et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous? Voilà. Il faut faire un examen de conscience et se dire, bon, c'est pour ça que j'ai voulu parler de cette affaire, parce qu'au-delà de la personne qui met énormément, chaque fois que j'entends qu'elle est retournée en prison, etc., j'ai vraiment, enfin, je ne sais pas, parce que ça fait des années que je suis un peu son parcours, et ça me fait mal au cœur, parce que, d'une part, le drame d'une personne, d'une mère de famille, d'une femme, députée, et de l'autre, la gabegie, la trahison, la faiblesse, la lâcheté, la pusillanimité de ses collègues arabes, de ses frères arabes, entre guillemets frères, etc. Donc, bon, si on en est là, malheureusement, enfin bon, voilà, je m'arrête là parce que je risque de dire des choses qui ne sont pas toujours agréables. Mais malheureusement, c'est la réalité. Il faut à un moment donné, il faut affronter la réalité aussi, voilà. Et se dire comment on en est arrivé là, voilà, et pourquoi, voilà.
Très bien, merci, Monsieur Cohen. Bah, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec toute la mobilisation qu'il y a concernant Boualem Sansal, il y a même une résolution qui a été votée au Parlement. On voit très bien que là, il y a une grosse mobilisation. Il y a une mobilisation parce que les autres travaillent. Voilà, moi je regrette. Le lobby juif travaille bien, il réussit. Ben, les Arabes n'ont qu'à faire autant. Il faut pas venir pleurnicher. Il faut pas dire oh là là, oui, c'est pas bien. Non, je regrette. Il y a 5 à 6 millions de musulmans ou d'Arabes en France. Il y a 20 millions en Europe, dans l'Union européenne. Enfin, je ne sais pas combien, entre 15 et 20 millions. Bon Dieu. Enfin, quand même, il ne faut pas déconner, il ne faut pas exagérer. Donc, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas quoi dire. Donc, si le Parlement européen a voté parce que le lobby lui a dit vote et il vote, voilà, eh bien, les Arabes n'ont pas à venir pleurnicher. Je suis désolé. Comment dire, c'est honteux. Moi, j'ai envie de gerber. Voilà. Quand j'entends des types dire ah, regardez, le Parlement. Mais, mais bougez-vous le derrière, quoi. Ça suffit. Il y a 5 à 6 millions de Maghrébins en France. On ne va pas me raconter des histoires. Donc, s'ils rasent les murs, eh ben, il faut après, voilà. Donc, il faut affronter la réalité. Il faut se dire, mais pourquoi on en est là? Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'examen de conscience qu'il faut se poser chaque jour. Pourquoi le lobby juif, qui ne compte que quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers, a réussi et nous, non, alors qu'on a une cause juste, alors qu'on a une cause qui est défendue par la Cour internationale de justice, à l'Assemblée générale des Nations unies, etc. Voilà, par exemple, voilà, le 27 janvier, il va y avoir la journée internationale de la libération d'Auschwitz. Très bien, la journée de l'Holocauste. Très bien. Il y a 57 pays arabo-musulmans. Enfin, c'est le tiers de l'ONU. Pourquoi ils n'ont pas fait la journée de la Nakba? Pourquoi? Voilà, moi, je ne sais pas, mais où en est la civilisation arabe, bon Dieu? Où est-ce qu'elle en est? Quand est-ce qu'on va se dire, bon, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est une question, je regrette. Hein. Pourquoi on ne fait pas, encore une fois, pourquoi on ne ferait pas des documentaires, pourquoi il n'y a pas de films sur des histoires? Vous savez, comme on a fait avec Exodus, voilà, on a des cinéastes, on a du fric, etc. Pourquoi on ne le fait pas? Voilà. Très bien, merci, Monsieur Cohen. Alors, j'ai quelqu'un avec nous sur TikTok, Dr. Flicktox. Bonjour. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, bonsoir, Monsieur Cohen. Je suis étonné de vos interrogations parce que vous n'avez pas vu que toute la planète s'est soulevée pour défendre la Palestine et malgré ça, on n'a rien pu faire. Et que malgré les condamnations et tout ce qui s'est passé, tout simplement parce que tout est verrouillé. Quand vous parlez des 5-6 millions, il y a au moins, je sais que par exemple, la communauté marocaine représente 10% de la population, la communauté algérienne, elle est pas loin de 11% statistiquement, donc ça fait 20%. Donc si je ne prends que ces deux-là, ça fait quand même 1/5 de la population française. Donc ça veut dire que ça fait pas mal, un gros paquet. Mais la question n'est pas là. Quand vous dites que la Hasbara travaille bien, oui en effet, mais parce qu'on lui permet de travailler, on va vous laisser travailler, vous pensez que l'Occident nous travailler Alors, l'Occident. attends, Il veut attends, excuse-moi, Monsieur Flitox, je suis désolé, mais vous avez un souci de connexion, on vous entend pas très très bien. Essayez de revenir ou essayez de vous garer. Je crois que vous êtes sur la route. Essayez de vous garer ou voilà, vous n'avez pas beaucoup de réseau malheureusement.
Monsieur Cohen, vous avez entendu un petit peu le début. Je peux déjà commencer à répondre. Voilà, je vous laisse, allez-y. Non, moi j'accuse voilà, la communauté maghrébine en France d'être lâche, peureuse, pusillanime, traître, ignorante. Je ne sais pas, je peux ouvrir le dictionnaire des synonymes et je vais vous en citer 50. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison, c'est pas que le lobby juif on lui a permis, il s'est imposé. Voilà. Les Maghrébins en France, ils auraient pu s'imposer. Voilà. Et j'ai déjà cité ici un exemple. J'ai dit, s'ils avaient une organisation qui avait 1 million de membres, 2 millions de membres, avec 30 millions d'euros de budget, je vous assure qu'au bout d'un an ou deux, la situation aurait changé. Voilà. Si par exemple, il y a eu la journée de la jupe que j'ai proposé de lancer il y a quelques années pour laver l'humiliation que subissent. Les Maghrébins subissent une humiliation terrible en envoyant leurs filles au collège et au lycée qui mettent une jupe indonésienne, du type indonésien, et qui se font mettre à pied, alors que c'est légal de porter cette jupe. S'il y avait eu 1 million de Maghrébins qui sont sortis dans la rue, qui ont saisi les tribunaux, etc., eh ben, le lobby aurait reculé et on aurait respecté les Maghrébins. Moi, je ne partage pas du tout votre opinion. Ici, en France, partout, il faut se battre pour avoir les droits. Si vous croyez que le gouvernement français va vous dire, les Maghrébins, mais soyez les bienvenus, marhaba, on va vous donner tous les droits, mais vous êtes très très bien. Combien vous voulez de députés? 10% de députés maghrébins, mais bien sûr, mais évidemment, etc. On va vous donner 1 média, 2 médias, mais pas du tout. Les droits, ça s'arrache, d'accord? Ça s'arrache. Les Juifs ne les ont pas obtenus comme ça. Vous savez, jusqu'en 1945, les Juifs étaient humiliés, dominés, etc., dans toute l'Europe. Il ne faut pas croire. Hein. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? En 1938, pour vous dire à quel point les Juifs étaient en bas de l'échelle, en 1938, Hitler avait dit aux Européens, écoutez, moi j'ai envie de me débarrasser de mes Juifs, d'Allemagne et d'Autriche. Voilà. Prenez-les. Voilà. D'accord? Très bien. Donc, on a organisé une conférence internationale à Évian. C'était vers juin 1938. Et les Juifs allemands et autrichiens, ce n'étaient pas des va-nu-pieds. D'accord? Enfin, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, des architectes. Enfin, d'accord? Très bien. Ils étaient instruits. À dire, ils faisaient partie, il y avait des artistes et tout. Mais il y avait l'ASDN s'est réunie, c'est-à-dire l'équivalent de l'ONU de l'époque. Ils ont dit, bon, il y a combien? 300 000 juifs, 400 000, bon, on va pouvoir se les répartir. On connaît l'Allemagne de 1938 déjà, on sait ce qui se passait, on savait ce qui se passait. Ben, vous savez, seul le Danemark a accepté 3 000 juifs, tous les pays européens ont refusé. Le ministre des Affaires étrangères français a écrit à son chef de gouvernement, il lui a dit, j'ai réussi à n'accepter aucun juif. Donc, c'est vous dire à quel point les juifs étaient vraiment, jusqu'en 1945, étaient considérés, bon. Et bien après, ils sont organisés, voilà. Et ils se sont battus. Le drame des Maghrébins, c'est qu'ils ne sont même pas organisés. Je veux dire, ils sont incapables de s'entendre. Pourquoi, par exemple, Khalida Jarrah n'est pas protégé, n'est pas aidé, etc. Parce qu'on leur a mis dans la tête que c'est du FPLP. Voilà. Et donc, voilà, c'est la division entre les membres d'un pays, entre des pays différents. Ils sont incapables de se mobiliser. Par exemple, quand il y a un imam qui est renvoyé, pourquoi il n'y a pas 100 000 dans la rue? Pourquoi il n'y a pas 500 000 dans la rue? Donc, ne me racontez pas d'histoire. Pour moi, la situation des Maghrébins en France et en Europe, c'est en grande partie dû à leur, comment dire, à leur trouille
de se battre et leur incapacité à s'organiser. Voilà. On a retrouvé le docteur Flitox. Je te redonne la parole. Peut-être que ton réseau est mieux. Ton micro. Peut-être que ton réseau est mieux. Oui, oui, j'espère. Le micro. Là, c'est mieux. Oui, j'espère qu'il est mieux. J'espère qu'il est mieux. Là, c'est mieux. Oui. En fait, ok, je suis partiellement d'accord avec votre raisonnement. Partiellement. Pourquoi? Les universités américaines, donc là, on ne parle plus des Arabes, on ne parle plus organisé, pas organisé. Je parle de l'Occident. On sait tous que la moitié de la population des Occidentaux, je parle plus des Arabes, ils se sont mobilisés. Les universités, c'est-à-dire que c'est les générations futures aux États-Unis, Columbia, Harvard, enfin, tout ce qui s'ensuit. On ne peut rien faire parce que le système est verrouillé. C'est-à-dire que là, vous mettez le curseur, c'est-à-dire vous mettez tout à égalité, alors qu'on n'a pas encore franchi le pas où on pourrait prendre en considération ce qu'on a à dire. Pour la simple raison, et c'est là, je crois que j'ai été coupé, que en Occident, on a envie de formater un modèle de ce que représente un pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument qu'on ressemble au fameux, entre guillemets, influenceur. C'est-à-dire que l'arabe moyen, ce n'est pas quelqu'un... Moi, je me considère comme un arabe moyen. Eh bien, moi, je ne suis pas considéré comme une moyenne. Je n'existe même pas. Ma voix n'est même pas audible. Et si j'essaye de la faire entendre, je suis disqualifié parce que je suis antisémite, je suis islamiste et on a inventé plein d'artifices comme ça pour nous disqualifier dès le départ. Vous êtes tout de suite disqualifié parce que le système est verrouillé. Les éléments de langage sont ce qu'ils sont. Par contre, vous avez raison. Il ne faut jamais arrêter. S'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Mais on n'arrêtera pas de toute façon. On continuera à essayer de faire entendre notre voix grâce aux réseaux sociaux. On n'a pas d'autres moyens, ce n'est pas une question d'argent. Si on fait rentrer l'argent, vous allez être accusé de corruption. Voilà, et ainsi de suite. On connaît la musique. Voilà, c'est des éléments de langage qui sont imposés pour créer une façon de voir les choses. Et il n'y a que celle-là qui compte. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui est juste est juste, ce qui ne l'est pas ne l'est pas. Et maintenant qu'on sait que les universités, que la jeunesse a compris ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est juste une question de temps. Ok, merci. Merci. Vous tenez compte de tout ça. Merci. Et on va laisser M. Cohen peut-être essayer de répondre. Allez-y, M. Cohen. Je vais répondre sur les universités américaines. D'accord? Bien. Je ne sais pas si vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit la situation précaire des Juifs. Aux États-Unis, il y avait, jusque dans les années 50, vous pouvez aller vérifier, il y avait un numerus clausus pour qu'il n'y ait pas trop de Juifs dans les grandes universités américaines, celles de l'Ivy League, c'est-à-dire Harvard, Yale, etc. Les Juifs étaient réduits, ne devait pas y avoir plus de 3 ou 4% de Juifs dans ces universités parce qu'on avait peur qu'il y en ait trop. Très bien. Les universités américaines marchent de la façon suivante. Ce sont des institutions privées qui ont un budget, c'est-à-dire il y a les étudiants qui payent cher, mais à peu près 50% de leur budget vient des fondations privées. D'accord? Vient de Richard, Rockefeller, etc. Enfin, d'accord? Bien. Et ils donnent des dizaines de millions. Et pourquoi les universités américaines ont combattu, se sont alignées sur Israël et ont interdit pratiquement, elles ont mis fin aux manifestations des étudiants, etc. Pourquoi? Parce que le doyen de ces universités a reçu un coup de fil. Parmi ses donateurs, il y avait soit des juifs américains très riches, soit des complices à eux, des copains à eux. Il dit, écoutez, si vous ne combattez pas l'antisémitisme, entre guillemets, eh ben, on ne vous donne pas les 30 millions de dollars, les 50 millions de dollars ou les 100 millions. Voilà. Je suis désolé, les Arabes sont suffisamment riches, s'ils veulent, pour mettre 1 milliard de dollars pour aider les universités américaines et faire la même chose. Et dire aux universités, voilà, on vous donne de l'argent, mais à condition
Donc, si le système est verrouillé, il ne l'a pas été, il ne l'était pas il y a 40 ou 50 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, il est verrouillé, mais parce que on s'est laissé, les Arabes se sont laissés verrouiller. Voilà. Ils n'ont pas su, à partir des années 80, ils n'ont pas compris dans quel système on les menait, de quelle manière il fallait se battre, de quelle manière il fallait s'organiser, etc., etc. Voilà. Donc, bien sûr, enfin, on ne sait pas ce que ça peut être. Moi, ce que je reproche, c'est que, encore une fois, vous savez, le lobby judéo-sioniste travaille dans l'ombre. Les pro-palestiniens, ils font des manifestations. Très bien. Vous savez, les juifs, vous ne les verrez pas manifester souvent. Ils manifestent une fois. Voilà, une fois tous les 3 mois. Et ils sont 5000, c'est tout. Mais eux, ils travaillent dans l'ombre. Voilà. Et c'est ça qui compte. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il y a des manifestations, etc., qu'on va croire. Vous savez, moi, j'ai vécu la révolution, enfin, j'ai vécu au Canada, en Amérique du Nord, enfin, pas loin de l'Amérique, j'étais à Montréal dans les années 70. Donc, la révolution hippie, la révolution des universités, le Vietnam, etc. Bon, très bien. Et je vous assure qu'à l'époque, on se disait, ça y est, le monde est à nous, on a renversé le capitalisme, on a renversé le complexe militaro-industriel, la défaite du Vietnam sonne le glas du système impérialiste américain, etc. Mais, vous savez, en quelques années, le système a repris. Parce que ce qui compte, c'est l'état profond. C'est là où il faut intervenir. Voilà. Et malheureusement, les Arabes en général, ils n'ont pas, ou ils n'ont pas su, ou ils ne savent pas, ou ils n'osent pas, enfin je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons, s'attaquer. Eux aussi peuvent créer un état profond de l'influence. Voilà. Juste un petit commentaire. Si tu veux rebondir. Oui, juste un petit commentaire. En fait, l'Occident a quelque chose à se reprocher vis-à-vis de ce qui s'est passé en 1945. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, de facto, ils ont quelque chose à se reprocher, donc ils se mettent de ce côté. C'est-à-dire que dès le départ, les dés sont pipés. Selon moi, selon ma grille de lecture, moi je crois que quand vous dites ça, par exemple, s'il y a un lobbying arabe, on va appeler ça comme ça, hein, juste pour l'exercice. Le lobbying arabe, ça va être transformé en corruption. Le lobbying juif, c'est juste un lobbying. C'est comme vous l'appelez, vous. Voilà, c'est l'état profond. Les Arabes, s'ils essayent de faire la même chose, ça devient des corrupteurs. Ça, j'en suis convaincu. J'ai une conviction profonde. Hein. Maintenant, pour moi, la seule chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est qu'à l'époque, il aurait fallu se positionner. Aujourd'hui, je peux vous dire que le mental, les gens ne savent même pas qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale parce que Hollywood a tout traficoté. Aujourd'hui, même l'histoire toute récente, 1945, c'est tout récent, il y a encore des gens qui sont vivants. Même cette histoire-là est tordue, juste pour donner une image. Vous vivez en même temps que nous ce qui est en train de se passer, vous voyez les éléments de langage, comment on les tord pour essayer de faire passer des idées. Tous les autres pays, ce sont des régimes. Sauf l'Occident, c'est des États, c'est des machins. Le reste, c'est des régimes, c'est une junte. Quand un pays a une armée, c'est une junte. Et vous permettez que les gens vivent. Tout à l'heure, vous avez parlé de Sansal. Sansal, pour la loi algérienne, il a dépassé les limites de ce que permet la loi. Eh bien, en France, ça s'appelle la liberté d'expression. En Algérie, ça s'appelle être comment dire truc avec l'ennemi, là. Donc, intelligence avec l'ennemi. Donc, vous permettez que les gens jugent leurs gens comme ils veulent. Ben non, on peut pas. Voilà, c'est comme ça. Que des éléments de langage et que de torsion de ce qu'est la réalité. Mais ne vous inquiétez pas, on dort pas, on est éveillé, mais notre force de frappe, malheureusement, elle est ce qu'elle est, mais on continuera avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'à un moment donné, ça va faire mouche. Vous verrez que ça fera mouche. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Dr. Flitox. Merci.
Voilà, Monsieur Cohen, donc on va faire la transition, on va aller vers l'investiture de Trump. Bon, je ne sais pas. Bon, de manière générale, bon, voilà. De manière générale, il y a le côté positif pour nous, c'est-à-dire tout ce qui est le combat contre l'arnaque du climat, le wokisme. Il y a deux genres, un homme, un homme est un homme, une femme est une femme. Et maintenant, toutes les grandes sociétés américaines abandonnent leurs programmes d'inclusion, de trans, etc. Et de la liberté d'information. L'Europe elle tremble parce que les barrières de contrôle tombent, etc. Ça, c'est positif, ça peut avoir de l'influence sur nous, voilà, à mon avis. Voilà. Maintenant, sur le reste, enfin, bon, je l'ai dit, je crois, dans une interview il y a quelques jours à Algérie 54, si Trump ne se lancera pas dans une guerre militaire, mais il se lancera dans une guerre économique, financière, commerciale, industrielle à outrance. Voilà, il ne fera aucun cadeau. Et donc, l'Europe, je pense qu'elle a des soucis à se faire, déjà qu'elle est dans une mauvaise position, et les autres pays. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que, en fait, il est très difficile Trump est quelqu'un d'assez imprévisible, à mon avis. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire sur l'Iran, par exemple. Alors, des fois, il dit, bon, on sait par exemple qu'en 2018, lorsqu'il était président, il a dénoncé l'accord sur le nucléaire, enfin, vous savez, l'abandon des sanctions contre le contrôle du nucléaire iranien. C'est un contrôle qui marchait très bien, mais Trump, sous l'influence du lobby sioniste et d'Israël, a dénoncé cet accord, donc il a créé des tensions. Aujourd'hui, bon, on est vraiment, on dit par exemple qu'il a lancé un ultimatum à la Russie. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Enfin, un ultimatum économique. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas la paix qu'on veut, eh bien, il y aura Donc, il faut vraiment juger ce type sur pièce. Pas sur ce qu'il a dit, pas sur ce qu'il a fait, pas sur ce qu'il compte faire. On verra vraiment. Concernant Israël, moi, j'entends des gens dire il a réussi à imposer le cessez-le-feu à Netanyahou. Vous allez voir, il va nous surprendre sur Israël, sur Netanyahou, etc. Je n'en crois pas un mot. Je suis prêt à mettre ce que vous voulez, qu'il peut très bien dire à Israël, par exemple, voilà, il peut faire arrêter une guerre à Gaza ou au Liban. Ça, c'est évident. Mais n'importe quel président pourrait le faire. Bon, très bien. Mais si Israël veut se lancer dans une guerre contre l'Iran, les États-Unis peuvent très bien ne pas se lancer s'ils n'ont pas envie. Et donc, mais à mon avis, il n'abandonnera jamais. Vous savez, il y a certains qui pensent, ça y est, Trump peut très bien renverser la table, changer carrément de soutien et dire, bon, maintenant, on va mettre Netanyahou au pas et tout autre gouvernement israélien au pas et accepter une solution pacifique. Enfin, juste. Ça veut dire un État palestinien, etc. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Tout simplement, pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce que d'abord, on a eu, depuis 1967, la conquête de la Cisjordanie et la résolution du Conseil de sécurité de 1969 sur la restitution des territoires occupés militairement. Et donc, depuis ce temps-là, on parle d'un État palestinien. Donc, ça fait à peu près combien, 50 ans, 55 ans, 60 ans, enfin, je ne sais pas. Et aucun gouvernement occidental n'a réussi à
à faire ployer quel gouvernement que ce soit. Vous savez, il y a certains qui disent, moi ce qui m'étonne par exemple, je vais vous citer un Américain pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, Jeffrey Sachs, bon, voilà, qui est vraiment quelqu'un, enfin un prof d'économie, quelqu'un qui, enfin bon, une très très grosse pointure. Il vient de faire une vidéo pour dire est-ce que il peut y avoir la paix sans Netanyahou? Enfin, je me dis comment quelqu'un d'aussi, comment dire, enfin, de si pointu peut croire qu'un gouvernement israélien qui ne soit pas dirigé par Netanyahou peut faire la paix. Vous savez, j'ai envoyé à Wari, il y a quelques jours, une vidéo, et j'étais très content d'avoir cet extrait. Mearsheimer est le grand spécialiste du Moyen-Orient. En 2007, il a écrit la Bible de l'intervention du lobby sioniste aux États-Unis. La Bible de la domination sioniste aux États-Unis. Donc, et c'est quelqu'un qui a dit, un jour on fera passer l'extrait, c'est quelqu'un qui a dit, Yitzhak Rabin et son plan de paix, c'était une arnaque. Enfin, il n'a pas dit dans ces termes, je ne me souviens pas dans les termes, mais il a dit à peu près ceci. Jamais Israël n'a voulu la paix, jamais Israël n'a voulu l'État palestinien. Et les accords de 93 accords d'Oslo, c'était une arnaque. Voilà. Et donc, et ça, aucun gouvernement pour imposer un État palestinien à un gouvernement israélien, il faut, enfin, aucun gouvernement, et surtout américain, ne va le faire. Pourquoi ils vont perdre un tel allié? Vous savez, les régimes arabes pour les États-Unis, Israël est un État solide, bien sûr, à condition de lui donner l'argent et les armes. Ça fait rigoler d'entendre des gens dire sans les États-Unis, Israël ne serait rien. Mais Israël de 48 à 67, les Américains ne leur donnaient pas un centime. Voilà. Donc, les Américains ont commencé à aider Israël qu'après 1967, financièrement et militairement. Donc, et c'est un pays qui s'est révélé un allié. Il ne faut pas oublier une chose. L'ADN de tout régime américain, c'est l'impérialisme. C'est le monde arabe, à partir des années 50, il foutait les jetons à l'empire occidental. Qu'est-ce qui allait sortir de ce monde arabe en ébullition? Nasser, en 1956, a subi déjà une attaque de la France, l'Angleterre et Israël parce qu'ils nationalisaient le canal de Suez. Rappelez-vous ce qui s'est passé après, etc. Et donc, ils ont un État, un chien de garde d'une violence inouïe, qui ne connaît pas de limite, regardez ce qui vient de se passer, etc. Mais les Américains, ce n'est pas parce que Trump n'est pas devenu un adepte du droit international, mais pas du tout. C'est un impérialiste. Il veut la puissance américaine, la puissance yankee. Voilà. Bon, peut-être il ne fera pas la guerre, et encore, on ne sait jamais. Si vraiment il est obligé de la faire, il la fera. Mais il a d'autres moyens pour pousser à imposer. Mais regardez, regardez comment il s'adresse à ses alliés. Le Canada, le Panama, le Groenland, l'Europe, etc. Donc, pourquoi l'Amérique, qui a dans son ADN l'impérialisme et la domination mondiale, va négliger un allié qui lui ressemble en tout point, qui est Israël, dont l'ADN est l'impérialisme, la conquête, la terreur. Ce sont deux pays qui sont faits pour s'entendre. Ils s'entendent à merveille. Voilà. Et donc, s'ils ont parfois des bisbilles, des désaccords, c'est juste, c'est du cinéma. Voilà. Et donc, c'est pas, si Netanyahou a signé les accords, c'est juste parce qu'on a fait ce cinéma, genre
l'envoyé de. Moi, enfin, personnellement, franchement, ça me fait rigoler, ça me fait marrer. Quand l'envoyé de Trump a dit j'arrive le Shabbat à Tel Aviv et je vais voir Netanyahou. Et les aides de Netanyahou lui ont dit ah non, c'est Shabbat, Netanyahou ne travaille pas Shabbat. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais Netanyahou n'est pas juif. Le Shabbat, il n'en a rien à fiche, le Shabbat. Enfin, les juifs qui ne sont pas religieux, mais il n'a rien de. Enfin, les juifs marocains, ils traitent Netanyahou il n'est pas juif. Donc, qu'est-ce qu'il en a à faire du Shabbat? C'est du cinéma. Donc, on a fait jouer, genre, oh là là, Trump a fait plier Netanyahou pour travailler le Shabbat, comme si. Enfin bon, voilà. Et donc, il y aura, à mon avis, Israël sera l'allié majeur, principal. Bien sûr, il ne peut pas, si Israël lui dit j'ai envie d'attaquer l'Iran, l'Amérique, si ce n'est pas son intérêt, il ne va pas lui dire vas-y. Mais ce sont deux pays qui s'entendent à merveille, d'autant plus que toute la classe politique, non pas seulement politique, médiatique, intellectuelle, a été façonnée à aimer Israël, à aimer le peuple juif. Il y a une espèce de symbiose. Ils ont réussi, c'est ça. Moi, la force du lobby sioniste, elle est impressionnante. Ils ont réussi à faire d'Israël, aux États-Unis, l'image d'un pays qui est, enfin bon, l'ange face au diable. Voilà. Et donc, il ne faut pas rêver, il n'y aura aucun changement. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez comme Trump, justement, parce que lorsqu'il est arrivé, donc lorsqu'il a pris la Maison-Blanche, il a déclaré qu'il n'était pas sûr que, justement, que le cessez-le-feu tienne. Est-ce que vous pensez comme lui? Moi, personnellement, je l'ai dit, je crois, il y a 2 semaines, ou il y a une semaine, quand il y a eu le cessez-le-feu, j'ai dit que ce cessez-le-feu tiendra le temps qu'il faut pour libérer les otages, et encore, je ne sais pas, parce que de toute façon, Netanyahou s'en fiche des otages. L'État profond sioniste, il n'en a rien à fiche des otages. Voilà. Ça veut dire qu'il est prêt à les sacrifier. C'est pas qu'il s'en fiche, il est prêt à les sacrifier parce qu'il y a un intérêt supérieur. Voilà. Et donc, pour moi, il est plus que probable que dans pas longtemps, enfin, je veux dire peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, les hostilités reprendront. Voilà. D'une façon ou d'une autre, quand ça les arrangera. Voilà. Ce n'est pas le Hamas qui reprendra, parce que je ne pense pas qu'il aura les moyens de vraiment attaquer comme il a fait le 7 octobre, mais ça viendra d'Israël. Et le prétexte à trouver, c'est très facile. Enfin, je veux dire n'importe quoi. Hein. Alors, il y avait une question concernant les événements récents. Alors, attendez, je la retrouve. Voilà. L'offensive à Jenin serait-elle de grande envergure ou c'est juste une attaque limitée pour donner des gages à la frange extrémiste du gouvernement? Non, l'offensive à Jenin est assez importante et qui dure depuis. Et puis surtout, c'est pas seulement à Jenin, dans des villages environnants, etc. Donc, non, c'est. Bon, l'armée israélienne n'a pas lancé une offensive tous azimuts en Cisjordanie, mais à Jenin, pas particulièrement, et dans d'autres villages. Hein, à Jenin, et surtout, ça dure depuis. Ça fait presque 1 mois que ça dure. Donc, il y a une offensive qui est destinée à mater, à détruire. Par exemple, j'ai vu une vidéo il y a 2-3 jours où l'entrée de l'hôpital de Jenin a été bloquée par des destructions causées par des engins israéliens, des engins, je ne sais pas comment on appelle ça, des engins énormes, vous savez, de destruction, et qui ont jeté des tonnes de pierres et de gravats sur l'entrée de l'hôpital pour l'empêcher de fonctionner. Ils détruisent des routes, enfin, ils se livrent à des. Voilà, c'est de l'intimidation, et en même temps, probablement pour pousser pas mal de Palestiniens à partir. Parce qu'une fois qu'on vous a pris votre terre, votre maison,
ils ont multiplié, je ne sais pas par combien, les barrages. Donc, les Palestiniens, les malheureux, aujourd'hui, par exemple, pour faire 5 km, 10 kilomètres, ils doivent attendre peut-être 2 heures, 5 heures dans un barrage pour aller juste, peut-être pour rentrer chez eux après le travail, pour aller chercher des enfants à l'école, etc., ou pour aller à un mariage, ou pour aller voir un médecin. Enfin, donc, ils rendent la vie, ils ont multiplié, je ne sais pas par combien, j'ai oublié le chiffre, mais ils ont multiplié le nombre des barrages, c'est juste hallucinant. Et donc, ça rend encore la vie des Palestiniens, c'est un enfer. Et ça, c'est fait pour pousser les Palestiniens à partir. Voilà, parce que quand on vole leurs terres, quand on détruit une maison, etc., ben, qu'est-ce qu'il leur reste? Et comment se fait-il que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ne condamne pas? Mais Est-il parce que, un est-ce qu'il mais parce que collaborerait justement? ben, d'abord, tout à l'heure, j'avais dit qu'il avait envoyé ses forces pour combattre le Hamas à Jenin. Bon. Et qu'il a interdit Al Jazeera parce qu'elle faisait des reportages sur ce que l'autorité palestinienne faisait à Jenin. Donc, Mahmoud Abbas, c'est un collabo. Voilà. Bon, pour ne pas utiliser d'autres termes plus, comment dire, plus insultants. Voilà. Mahmoud Abbas, c'est un collabo. Il veut montrer au monde, il croit encore, enfin, il veut croire. Voilà. Il veut croire qu'il y aura une solution politique un jour et qu'on lui donnera un État. Voilà. Donc, il veut se montrer responsable. Il veut montrer aux Américains et aux Européens, regardez, nous combattons le terrorisme. Voilà. Par exemple, il n'a pas un mot sur Khalid Jarrar, évidemment. Et donc, il participe lui-même au combat contre le Hamas. Voilà. Et donc, lui, il est chargé parce qu'il espère. Il espère toujours. Et puis, l'autorité palestinienne, elle touche des centaines de millions qui viennent des pays du Qatar, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Amérique, etc. Et ben, ça fait marcher toute cette bureaucratie palestinienne. Il y a des ministres. Alors, de temps en temps, on voit le ministre de la fonction publique, le ministre des prisonniers, le ministre. Mais ce sont des pantins qui font semblant de jouer, etc. Et malheureusement, voilà, ça dure depuis 30 Alors ans, depuis les. selon vous, l'autorité palestinienne, c'est un État fictif? C'est même pas un État fictif. C'est une bande de rigolos. Enfin, on fait semblant, on maintient une fiction. Voilà. C'est-à-dire, le monde entier fait semblant qu'il y a un semblant d'État à Ramallah. Voilà. Et donc, vous savez que l'autorité palestinienne, la Palestine, entre guillemets, a plus d'une centaine d'ambassades dans le monde. Plus d'une centaine d'ambassades dans le monde. Bon, ça fait vivre, je ne sais pas, imaginez une ambassade. Vous savez, ça coûte cher une ambassade. D'accord? Voilà. Parce que c'est du personnel diplomatique, il est payé très cher, etc. Et donc, il faut avoir un bâtiment. Enfin, moi, j'ai rencontré, enfin bon, c'est une anecdote comme ça à Rabat, là, du personnel diplomatique palestinien. Il se croit représenter un pays presque indépendant. C'est de la rigolade. On leur donne des centaines de millions pour maintenir cette fiction. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan occidental en complicité avec Israël pour donner l'illusion qu'il y a un semblant d'État palestinien. C'est ça l'arnaque des accords d'Oslo. Voilà. Ah, c'est dur à entendre, hein, cette réalité. Mais il le faut, parce que c'est pas. Pourquoi laisser croire à des choses enfin, c'est terrible. Pourquoi se bercer d'illusions? Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Monsieur Cohen, je voulais juste que vous nous apportiez votre ressenti tout dernièrement avec le décès de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le personnage, bien sûr, cet homme politique, hein, qui a eu une très longue carrière? Eh bien, comment dire? Ben, malheureusement, c'est ça voilà,
D'abord, il a été utilisé par Mitterrand, très bien utilisé d'ailleurs, pour diviser la droite. Vous savez qu'il a été utilisé par le. Vous savez que on dit, enfin, moi, je n'ai pas la source, mais c'est pratiquement sûr que Jacques Chirac a fait une promesse au Bnei Brit, la franc-maçonnerie juive mondiale, qu'il n'y aura jamais d'alliance avec Jean-Marie Le Pen, avec le Front National. Bon, c'est ça le drame dans un pays. Enfin, le drame, c'est que on s'est trouvé un méchant qui sert comment dire, d'épouvantail. Et malheureusement, ça marche encore sur pas mal de Français, c'est-à-dire que, alors que, vous savez, je vais vous dire à quel point le système est cynique, d'accord? Vous savez qu'on dit Jean-Marie Le Pen, son cheval de bataille, c'est l'immigration, d'accord? Ok. L'immigration. Sauf qu'on oublie de dire, enfin, je ne sais pas si les jeunes savent qui était Georges Marchais. Georges Marchais était le chef ou le secrétaire général, c'est comme ça que ça s'appelait, le secrétaire général du Parti communiste français. Bon. Bien sûr, était très connu à l'époque, dans les années 70. Et à l'époque, le Parti communiste faisait dans les 15 à 20% des voix. Donc, il était même plus fort que le Parti socialiste dans les années 70. Or, qu'a dit Georges Marchais en 1980 ou 1981? Je crois que c'était en 1980. Je ne sais pas si on peut retrouver sa déclaration sur les réseaux sociaux. Georges Marchais, il a dit il faut arrêter l'immigration. Pourquoi? Il faut intégrer ce qu'on a reçu, parce que l'immigration fait baisser les salaires et augmente l'insécurité de l'emploi. Plus il y a de chômeurs et plus les gens ont la trouille pour leur emploi. Et donc, c'est pour ça que qui a fait venir les immigrés? Ce sont les grands industriels français, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre au marché. Une main-d'œuvre, parce que ça fait peur ça crée le chômage, ça crée l'insécurité. Et donc, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, qu'on ne pouvait pas accuser de racisme. Lui, avant Jean-Marie Le Pen, était pour l'arrêt de l'immigration, l'intégration des immigrés déjà en place, et qu'on arrête, qu'on arrête, puis après qu'on peut faire venir au compte-gouttes, aux fonctions. Pourquoi? Pour protéger la classe ouvrière française, pas par racisme. Et donc, c'est juste pour dire comment les médias ont transformé le discours de Jean-Marie Le Pen sur l'immigration en discours de racisme, de haine, etc. D'abord parce que c'est très bien de diaboliser quelqu'un, et malheureusement, en France, c'est incroyable comment cette diabolisation a marché. C'est fantastique. Et ça continue. Je veux dire, Alors, Macron on a pu le voir avec les manifestations lors de l'annonce de sa mort. Oui, ben oui, bien sûr. Ben oui, vous savez, vous mettez n'importe qui contre Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, il est élu. Parce que il suffit de dire, voilà, alors que, Macron, pour moi, il est 10 fois, 100 fois plus dangereux qu'aurait été Jean-Marie Le Pen. Bon, moi, sa fille, je trouve qu'elle est complètement, à côté de la plaque. Moi, j'aurais voulu qu'elle tienne les discours, un vrai discours nationaliste, comme celle qui, en Allemagne, voilà, par exemple, qui ose dire les milliards qu'on envoie en Ukraine, on peut les utiliser chez nous. Il y a
est-ce que Marine Le Pen est incapable de dire une chose aussi évidente parce qu'elle a peur. Donc, et malgré tout, elle est diabolisée, etc. Enfin, bon, Jean-Marie Le Pen, il a malheureusement été, comment dire, déprécié, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur, c'est-à-dire quelqu'un d'abord de très instruit, très cultivé sur le plan littéraire, politique, etc., qui aimait son pays, qui était nationaliste, qui avait des choses en Algérie, mais comme tous les militaires qui étaient en Algérie, il y avait beaucoup de militaires qui se livraient à la torture, qui ont abattu des centaines, des milliers d'Algériens sans rien, comme ça. Enfin, il y a des images, des vidéos. Et De Gaulle, après l'indépendance de l'Algérie, a fait voter une loi d'amnistie pour dire tous les crimes commis par les Français sont amnistiés en Algérie. Voilà. Mais sauf que quand on avait besoin de diaboliser quelqu'un, Jean-Marie Le Pen, on lui ressortait ce qu'il a fait en Algérie, alors qu'il a fait la même chose que tous les militaires qui étaient chargés de mener la guerre de colonisation, d'occupation, etc. Donc c'est un grand morceau de diabolisation jusqu'où ça peut mener lorsque tout le système se met en place pour diaboliser. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, on a Jeff qui est avec nous. Il aurait une question justement sur Monsieur Le Pen. Oui. Voilà, il est avec nous. Bonsoir, Jeff. Bonsoir, on m'entend bien? Oui, très bien. Ok, moi j'ai une question sur Le Pen et sa fille. Ma question c'est de savoir Oui. s'ils avaient vraiment la volonté d'arriver au pouvoir ou s'ils ne se complaisent pas dans l'opposition et qu'ils ne sont pas en train de profiter d'un commerce électoral. Si je vous pose cette question, c'est parce que quand même, Jean-Marie Le Pen en 87, il préparait les élections présidentielles de 88 et c'est en 87 que le gros de la diabolisation a commencé avec sa déclaration sur le point de détail. Et moi je me dis que dire ça un an avant les élections présidentielles, soit il l'a fait exprès et donc il ne voulait pas gagner, soit il n'a pas fait exprès, ou alors il est stupide. Mais vous, comment est-ce que vous expliquez? Parce que quand vous dites qu'elle a été diabolisée, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est pas lui, quelque part, qui s'est un peu complu dans cette position de pestiféré qu'il a un petit peu alimenté? D'abord, ça c'est un vieux débat qui n'a jamais été tranché. Jusqu'à présent, quand vous écoutez, même après la mort de Jean-Marie Le Pen, moi j'ai écouté des médias de droite, enfin, qui avaient beaucoup de sympathie pour ce courant nationaliste, national, et la question revient sur le tapis. Voilà. Donc il y a des gens qui disent, je pense qu'un parti politique, quand il se met en place, peut-être il savait qu'il n'avait aucune chance. Voilà. Il ne rêvait pas, enfin, il ne se faisait pas d'illusions. Voilà. D'avoir 50%. Maintenant, le point de détail, je veux dire que c'était la personnalité de Le Pen de dire des choses qui brisent une forme d'omerta, qui brisent une forme de soumission. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont il ne faut pas parler, etc. Et lui, il a eu le culot de le faire. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on ne peut pas dire qu'il l'ait fait parce que pour ne pas arriver au pouvoir. De toutes les façons, il faisait combien à l'époque? 10% maximum. 15, en 80, on lui donnait 15%. En 88, on lui donnait 15%. Même 15%. Bon, voilà. Donc, il n'avait même pas une chance d'arriver au deuxième tour. Voilà, il faut pas quand même pas se faire d'illusions. Donc, je ne crois pas que, moi, à mon avis, mais c'est un débat qui reste toujours ouvert. Moi, à mon avis, il l'a fait parce que c'est sa personnalité. C'est quelqu'un pour montrer qu'il est rebelle, qu'il ne se plie pas aux injonctions d'un système, qui est de la pensée unique, du politiquement correct. Et voilà, donc il a eu ce courage de lever. Combien d'hommes politiques peuvent se permettre de dire ça, par exemple, concernant certaines choses dont il ne faut pas parler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, mais les autres, ils cherchent à gagner, c'est pour ça qu'ils ne le disent pas. Mais moi, par rapport... Ils cherchent à se soumettre.
Non, Ouais. c'est pas à gagner. Ils cherchent à continuer à profiter du système. Tout le monde ne devient pas président. Ouais. Voilà, il ne faut pas non plus. Enfin, je veux dire, les autres continuent parce que, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En 2017, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Frédéric Poisson. Bon. Jean-Frédéric Poisson passe pour quelqu'un aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, enfin, c'est un catholique traditionnaliste, etc. Bon, c'est très respectable. Hein. En 2016, il a été à la tête d'un petit parti politique, je ne sais plus lequel, ou un mouvement qui faisait 1%. D'accord? Très bien. Et donc, ce type, il s'est présenté aux primaires de la droite. D'accord? Avec ses 1%, il s'est présenté avec Fillon, avec d'autres, et il a eu je ne sais pas, la folie de dire que l'AIPAC est un lobby sioniste. L'AIPAC est un lobby sioniste, c'est comme si vous dites, il y a deux genres, un homme et une femme. C'est la palissade. C'est, comment dire, c'est comme si vous dites le soleil brille à midi. L'AIPAC est un lobby sioniste. Il suffit d'aller de près. Moi, je peux vous sortir en 24 heures 100 documents qui montrent que l'AIPAC est un lobby sioniste. Très bien. Mais le CRIF, il n'a pas aimé. Le CRIF n'a pas aimé. Il est le maître. D'accord? Il n'a pas aimé. Donc, il a dit à la droite, à l'époque, ça s'appelait je sais pas, le RPR, ou je sais plus, ou le LR, enfin, ça n'a pas d'importance. Il leur a dit, ce type-là, il n'a pas sa place dans la course pour être candidat de la droite. D'accord? Bien. Ouais. Ben, ce type, Jean-Frédéric Poisson, qui aujourd'hui passe dans les médias comme résistant, etc., il s'est excusé. Au lieu de dire, au lieu de prendre le flambeau de la résistance et de dire je regrette, eh ben, je ne me présenterai pas, mais le ECPAC est un lobby sioniste et je vais vous en donner la preuve, etc. Il s'est couché. Il s'est couché. Tout ça pour rester. Qu'est-ce qu'il espérait, Jean-Frédéric Poisson? Il avait 1%. Il faisait 1% des voix. Donc, il était en 5e ou 6e position. Donc, vous savez, la soumission, ce n'est pas une question de gagner, c'est une question d'état d'esprit. Et Jean-Marie Le Pen avait un état d'esprit de rebelle. Voilà. Et c'est pas, il n'y a pas beaucoup, je regrette, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques qui murmurent quand ils sont seuls ou entre eux, etc., sur le lobby, sur ceci, sur cela. Mais par contre, en public, ils ferment leur gueule. Voilà. Eh bien, Jean-Marie Le Pen ne l'a pas fait. Voilà. Justement, une dernière question Oui. sur Safi et le Front National d'aujourd'hui. En fait, si vous vous rappelez de la dernière élection présidentielle, au premier tour, Marine Le Pen a fait une campagne plutôt ouverte qui était axée sur la question sociale et le pouvoir d'achat. Et quand elle arrive au deuxième tour, le premier jour, enfin le lendemain de l'annonce du résultat qui indique qu'elle arrive au premier tour, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais interdire le foulard dans la rue pour tout le monde. Et en faisant ça, quand elle fait ça, bah forcément, elle va se braquer les musulmans qui sont quand même des millions en France et qui, au deuxième tour, peuvent faire la différence. Et donc, du coup, la question que je vous pose par rapport à ça, c'est quand elle annonce ça au lendemain du premier tour, je vais interdire, qu'elle va cibler une communauté, qu'elle dit j'interdis le foulard dans la rue. Est-ce qu'elle fait pas, est-ce que ça, c'est pas un élément qui tend à penser qu'en vérité, elle cherche pas à gagner? Parce que stratégiquement, quoi qu'on pense du foulard, c'est stupide de se mettre à Non, dos plusieurs millions de personnes. Jeff, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Ouais. Parce que le public, son électorat, c'est un électorat islamophobe en général. Il est contre les immigrés, contre l'islam. Et donc, en faisant ça sur le foulard, elle espérait gagner une partie de la droite. Les musulmans, ils sont perdus pour elle. Elle part du principe que les musulmans sont perdus. Donc, elle va pas les caresser dans le sens du poil. Combien de musulmans vont retourner leur vote pour elle? Non, Pas mais ils auraient pu beaucoup. s'abstenir. Ils auraient pu s'abstenir et ne pas voter Non, Macron. En faisant ça, elle les pousse à voter contre elle. non, elle est islamophobe Ouais. par essence, par goût, par politique, parce qu'elle s'adresse. Quel est l'électorat
du Rassemblement national. Il a tout le temps été cet électorat-là. C'est-à-dire le petit blanc, vous savez, l'Algérie française, l'islamophobie, l'immigré, etc. Donc, elle espérait, à mon avis en tout cas, elle espérait grignoter une partie de la droite qui se reconnaîtrait dans cette idéologie-là. Voilà. C'est-à-dire parce qu'il y a une partie de la droite classique, comme on l'appelle, qui est quand même, qui pourrait être proche des idées. Vous savez, le courant Rotaillot, etc. Enfin, voilà. Donc, ce courant-là, il existe dans la droite classique. Il peut faire 5%, 8%. Donc, elle espérait, à mon avis, récupérer cet électorat-là parce que pour elle, l'électorat musulman. Donc, elle fait ça pour leur dire, vous voyez, avec moi, je vais créer un courant vraiment. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Pour elle, de toutes les façons, l'électorat musulman, il est perdu. Mais dire qu'elle a fait ça, et donc, pour se couper. Enfin, Oui, moi, ce qui me fait penser ça, en fait, moi, ce qui me fait penser ça, c'est que l'électorat islamophobe, il lui est déjà acquis. Ces gens-là, ils votent déjà pour elle. Elle n'a pas besoin de les attirer davantage. Alors que si elle s'était abstenue sur les musulmans, peut-être que certains se seraient abstenus et n'auraient pas voté contre elle. Non, en face, il y avait Macron, d'accord? Macron venait du Parti socialiste. Donc, elle espérait, elle n'avait pas, si elle était face à Fillon, on aurait dit, ok, d'accord, Fillon va ramasser toute la droite et donc moi, je vais essayer les musulmans. Mais face à Macron qui était appuyé par les socialistes, les communistes, le centre, elle s'est dit, moi, j'ai une partie de la droite qui pourrait être, qui pourrait ne pas aimer Macron, donc qui pourrait être réfractaire à Macron. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, Macron, c'était le socialisme. Et donc, elle voulait, face à un socialiste, elle voulait radicaliser son électorat. Enfin bon, voilà, c'est mon interprétation. Bon, voilà, très bien, merci Jeff. Merci à vous, à la prochaine, au revoir. À la prochaine. Monsieur Cohen, oui. Juste, Monsieur Cohen, avant de clôturer, je vous montre une image et puis juste vous me dites 2 mots sur l'image et on clôturera le live. Alors, voilà. Oui. Alors, selon vous, salut nazi ou pas? Mais pas du tout. D'ailleurs, il a fait. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise foi des médias. Parce que si vous voyez la vidéo en entier, il fait de tout mon cœur, je vous salue. Je vous donne mon cœur. Voilà. Donc, voilà, je vous envoie de mon cœur, etc. Enfin bon, il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Mais les médias français nous ont habitués à ça. C'est leur job. Hein. Ok, très bien. Excellente soirée à vous, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonsoir. Au revoir. Voilà les amis, on en a terminé avec cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Cohen. Je vous invite bien sûr à, pour ceux qui sont arrivés en cours, de vous abonner à la chaîne Altitude YouTube. Vous pouvez revoir en rediff. Et aussi, vous avez la possibilité pour celles et ceux qui peuvent faire un petit geste pour notre sœur Nabila Kilani. Onparticipe.fr. Vous avez le lien en description de la vidéo sur mon compte TikTok. Et puis, on aura donc toute la transparence sur cette cagnotte qui ira directement pour Nabila qui fait ce travail humanitaire. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end à tous et à très bientôt. Salam alaikum.